Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur la chaîne panafricaine et bienvenue dans cette émission spéciale que nous consacrons à la présidentielle du 29 novembre prochain au Burkina Faso. Et dans cette émission, j'ai l'immense plaisir de recevoir monsieur Roch Marc Christian Kaboré. Il est le candidat du MPP, entendez le mouvement du peuple pour le progrès, à la présidentielle de dimanche prochain. Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, bonsoir. Bonsoir. Merci de l'immense plaisir que vous nous faites de nous recevoir chez vous. Pour entrer dans le vif du sujet, avec quel état d'esprit entamez-vous cette présidentielle? C'est la dernière ligne droite. Je dois dire que c'est un état d'esprit de confiance, un état d'esprit de sérénité et également une prise, je dirais, de conscience des responsabilités qui m'attendent demain si le peuple burkinabé consent à m'élire, et surtout au regard des attentes qui sont immenses au niveau donc du peuple burkinabé. Sur quoi se fonde votre sérénité et votre optimisme, M. Roch Marc Christian Kaboré? Je dois dire que j'ai eu l'opportunité de faire l'ensemble des communes du Burkina Faso où j'ai rencontré les populations du Burkina. J'ai discuté avec ces populations, j'ai pris en compte les différentes préoccupations qu'elles ont exprimées. Et également, je suis serein parce que notre parti, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, a également une base qui est établie sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes établis du plus petit village, comme je dis, jusqu'aux plus grandes villes. Et donc nous sommes tout à fait confiants en tant que parti, avec nos alliés, que véritablement nous pouvons aller avec beaucoup de sérénité à cette élection et que nous avons cette possibilité également de pouvoir gagner cette élection au premier tour. En même temps, c'est trop optimiste, non, M. Roch Marc Christian Kaboré, sachant bien qu'aujourd'hui, nul ne peut dire dans ce pays, voilà la force réelle du MPP, parce que vous n'avez participé à aucune élection présidentielle. On ne peut pas dire que vous avez tel nombre de conseillers, tel nombre de députés. C'est trop optimiste, non? Non, je pense qu'il n'y a pas d'optimisme. Nous allons à une élection pour la gagner. Et nous nous donnons les moyens, en termes d'organisation, de gagner cette élection. Il ne s'agit pas d'avoir fait plusieurs élections pour se targuer du fait qu'on gagnera la prochaine. Je crois que ce n'est pas ça la question. La question, c'est que le MPP sait donner les moyens organisationnels, sait donner les moyens également de bénéficier de la confiance du peuple burkinabé et pense effectivement que nous pourrons gagner cette élection. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus, certainement, lorsque nous aurons fait l'élection du 29 et que nous aurons les résultats en bout de chaîne. Dans vos pronostics, vous gagnez au premier tour ou bien vous envisagez un second tour? Je vous ai dit que pour l'instant, nous on table en tout cas sur le premier tour. En tout état de cause, nous nous engageons dans cette bataille, dans cette optique-là. Et nous demandons justement, et c'est pourquoi dans le travail politique que nous faisons, au-delà du programme que nous exposons aux populations, nous demandons à toutes nos structures de travailler à faire en sorte que les citoyens puissent savoir voter. Parce que vous savez, c'est un bulletin unique. Nous faisons en même temps l'élection présidentielle et les élections législatives. Et quand vous regardez aujourd'hui plus de 5 millions de participants donc, à cette élection, et donc par conséquent, quand vous regardez l'histoire de notre pays, le président du Faso, il y a eu toujours environ 2,5 millions, 2,8 millions personnes qui ont participé au vote. Aujourd'hui, nous avons plus de 5 millions. Ça veut dire qu'il y a à peu près une marge de 2 millions à 3 millions de personnes qui n'ont jamais voté au Burkina Faso. Alors, donc, il y a un gros boulot à faire dans ce sens. Okay, on reviendra sur les éventuelles alliances en cas de second tour. Absolument. Monsieur Roch Marc Christian Kaboré, quelles sont vos priorités si vous êtes élu président du Faso? La priorité sur laquelle je mets l'accent, c'est, comme je dis, la bonne gouvernance, tant au plan politique, économique que social. Et également, nous devons remettre le pays au travail dans tous ses compartiments. Alors, c'est pour dire que j'ai mis mon programme sous le sceau également de l'intégrité. Et j'ai dit, ce sceau de l'intégrité a des exigences. D'abord, c'est une exigence d'amour pour son pays. Deuxièmement, c'est une exigence d'égalité de chance. Troisièmement, c'est une exigence de justice sociale. Enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est une exigence également de réconciliation du peuple avec son histoire. Parce que vous savez que l'histoire du Burkina Faso, c'est une histoire qui a été beaucoup saccadée, beaucoup superposée.
beaucoup de rancune. Il faut travailler justement à ce que nous puissions réconcilier le peuple burkinabé avec son histoire et regarder tous dans ce qui vaut la peine d'être mené, c'est-à-dire travailler pour le développement économique et social de notre pays, faire en sorte que les fruits de notre croissance puissent être répartis pour que les plus démunis puissent vivre avec avec une certaine dignité. Et c'est ça l'option que nous avons prise, tout en travaillant évidemment à résoudre, comme je dirais, toutes les préoccupations de notre peuple en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'eau potable, en matière d'infrastructures routières. Également, nous avons tout ce qui concerne le domaine également de l'industrialisation, de l'industrie dans notre pays, qu'il faut développer, et surtout du chômage des jeunes et également de la nécessité d'autonomiser aussi financièrement les femmes dans cette société. On parlera en détail de ce projet de société que vous proposez au peuple burkinabé. Vous avez parlé tout à l'heure de justice sociale au Burkina. Quels sont les instruments que vous proposez pour véritablement mettre en œuvre une justice véritable au Burkina? Vous savez, déjà pour que la justice sociale puisse être établie, ce n'est pas une question simplement financière. Il faut d'abord œuvrer à ce que le minimum de base qui donne à un homme toute sa dignité puisse être rempli. Ça veut dire que d'abord, nous devons veiller à ce que l'éducation joue pleinement son rôle et que nous mettions des mécanismes communaux qui permettent de contraindre les parents à envoyer leurs enfants à l'école. Cela signifie que l'État doit avoir un rôle d'augmenter l'offre éducative dans notre pays, par non seulement la construction de nouvelles écoles, par la normalisation des anciennes écoles et par le fait que nous devons mettre fin également aux écoles sous période dans notre pays. Ça nécessite également la construction de logements pour les enseignants et le recrutement des enseignants. Et donc, je veux dire déjà, ces préoccupations-là, ce sont des préoccupations que nous devons prendre en compte. Le second aspect, c'est pouvoir se nourrir. Et cela également, il est important que nous puissions lutter contre la vie chère, faire en sorte de réduire les coûts des produits de base, faire en sorte également qu'au Burkina Faso, nous puissions consommer burkinabé, parce que tout cela participe au développement de notre économie, à la consolidation des différents secteurs où il y a des Burkinabés qui font de la production. Et enfin, nous disons, il faut également que le Burkinabé, dans l'ensemble de cette activité que nous avons citée, l'éducation, puisse boire de l'eau potable. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, la couverture en eau potable est de l'ordre de 70 à 76% au Burkina Faso. Mais en même temps, au plan spatial, ce n'est pas bien réparti. Donc il faut travailler, comme nous avons dit, à ce que, comme je l'ai dit dans mon programme, à ce qu'il y ait une corvée zéro pour les femmes d'ici 2020. Nous devons faire en sorte de rapprocher, comme je disais, l'eau potable, les forages, les adductions d'eau simplifiées des populations. Donc je veux dire ça déjà, c'est justement sur la base de notre économie et de nos forces, de nos ressources propres, que nous devons travailler déjà à ce qu'il y ait une certaine dignité pour chaque Burkinabé. Et déjà, c'est là que se fait déjà la première répartition des richesses. Si nous arrivons à régler ces problèmes de base, le Burkinabé peut commencer à penser à autre chose. Parce que qui a faim n'a pas d'avenir de toute façon. Qui n'est pas instruit non plus vit à l'aveuglette. Donc c'est des éléments qui sont tout à fait clairs. Vous avez abordé plusieurs axes de ce projet de société. Je reviens sur l'éducation. Quel type de système éducatif comptez-vous construire pour les Burkinabés? À quoi doit servir l'école désormais? L'école doit servir parce qu'aujourd'hui, le constat que nous faisons est lequel? Nous faisons une formation générale. Nous aboutissons au terme de l'université à des étudiants qui ont fait des formations en droit, en sciences éco, en sociologie, en philosophie, mais qui n'ont pas de travail. Parce que toutes ces formations-là ne correspondent pas à la demande du marché du travail. C'est pourquoi, non seulement nous devons augmenter l'offre éducative, mais nous devons mener la réflexion de réorienter l'éducation vers les formations techniques et professionnelles. Et cela pour permettre aux élèves ou du lycée jusqu'à l'université, y compris ceux qui n'arriveront pas là-bas,
à pouvoir savoir faire un métier. Et ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se faire d'illusions, la fonction publique ne pourra pas recruter tous les jeunes qui sont en moyen de travailler. Il faut développer l'autopromotion. Il faut apprendre aux jeunes dans leur village à travailler aussi bien dans le domaine de l'agriculture avec des nouvelles techniques, dans le domaine de l'élevage où il y a plein de potentiels qui sont des potentiels qui peuvent permettre d'avoir de l'emploi, dans le domaine également, je dirais, de l'électricité, de la mécanique, etc., etc. Donc, c'est comme ça que nous voyons, et aussi dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est comme ça que nous voyons la réorientation, et pour que, également, au sortir de l'université ou au sortir de leur lycée, les jeunes sachent avoir et faire un métier. Cela nous semble très important dans la philosophie globale de l'organisation. En un mot, mettre un terme donc à l'inadéquation entre système éducatif et offre de l'emploi. Est-ce que vous avez une idée claire du nombre d'emplois que vous envisagez créer si vous êtes élu pendant les 5 ans? Pour nous, nous avons au niveau de notre du programme que j'ai élaboré, estimé que sur les 5 ans, en travaillant sur les différents secteurs d'emploi direct de l'État, qu'un travail également sur le fait que le développement de l'agriculture doit s'accompagner de la mise en œuvre de petites et moyennes industries de transformation, l'élevage pareil, et nous pensons pouvoir créer, grosso modo, à terme de notre mandat, près de 650 000 emplois. Et nous pensons que c'est un travail qui peut se décupler grâce également aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre que nous pouvons mettre en route dans les différentes provinces et dans les différentes communes de notre pays en matière d'assainissement des eaux pluviales pour permettre effectivement de sécuriser également la santé et les habitats de nos populations dans les provinces. Le Burkina est un pays qui a longtemps souffert de corruption et les Burkinabés s'en plaignent un peu partout. Est-ce que vous avez réfléchi à un instrument pour lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite dans ce pays? Vous savez, il y a des textes qui sont pris, il y a des textes de loi qui sont pris, il faut les appliquer. Pour nous, en tout cas, dans le programme que je propose, c'est une tolérance zéro pour la corruption. Et de ce point de vue-là, je crois que tous les instruments sont mis en place dans la loi de lutte contre la corruption et je crois que nous devons simplement appliquer les textes. C'est tout. Okay. Est-ce que dans votre stratégie, est-ce qu'elle est rétroactive? Je veux dire, demain, si vous êtes président de la République, vous allez fouiller dans le passé ceux qui se sont enrichis illicitement sur le dos de l'État et les faire payer. De toute façon, je pense que toute loi dispose pour l'avenir, en tout état de cause. Et si, dans les investigations qui sont en cours dans notre pays actuellement, des preuves sont mises en évidence sur des détournements, sur des actes de corruption qui ont été faits, il est évident que tout ce monde sera passible de passer à la justice. Tout ce monde, vous avez longtemps travaillé dans les sérails de l'État et beaucoup de vos compagnons ont servi ce pays pendant plus de 2 décennies. Est-ce que, si demain vos compagnons sont soupçonnés de détournement, est-ce que vous allez les livrer à la justice en tant que président du Faso? Ma position est très claire. Nul n'est au-dessus des lois, y compris le président du Faso éventuel que je pourrais être. Nous sommes tous soumis aux mêmes règles. Et je dois dire que, comme je le dis souvent, si je suis devant vous et que je vous parle, j'ai servi l'État pendant un certain nombre d'années et le privé également. C'est parce que je peux parler, parce que je ne peux personne. Et je mets à défi quiconque de pouvoir effectivement établir que j'ai été l'objet d'actes de corruption pour tel ou tel dossier ou que finalement j'ai participé à des détournements des deniers publics. Et je veux dire que également nous ne devons pas avoir honte d'avoir travaillé pour le gouvernement et pour le peuple burkinabé. L'essentiel, il faut travailler avec la probité qu'il faut. Il faut travailler avec l'honnêteté. Il faut travailler en tenant compte des règles. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est pourquoi je dis, compagnon ou pas, celui qui est épinglé dans une activité relative à la corruption ou à un détournement, il répondra devant la justice. En même temps, je relève
un sérieux problème à ce niveau parce qu'à plusieurs reprises, on vous a entendu dire que vous assumez le bilan de Blaise Compaoré, son actif et son passif. Oui, mais assumer n'est pas dire que nous avons tous trempé dans des détournements, je suis désolé. Assumer, c'est une responsabilité politique. Contrairement à d'autres qui fuient la responsabilité de reconnaître qu'ils sont dans le gouvernement, ils ont été dans le gouvernement de Blaise Compaoré, nous ne pouvons pas nous mettre à nous dire « Ah non, nous ne connaissons pas, nous n'étions pas là ». Nous étions bel et bien là. Mais nous n'avons pas assumé les mêmes responsabilités et ni les mêmes actes au niveau de l'appareil d'État. Je pense qu'il faut qu'on soit clair. Sinon, à ce niveau-là, je crois qu'il faudra chaque fois qu'un président a des problèmes attraper tous ses collaborateurs sans tenir compte de quoi que ce soit. Et je crois que la gestion de l'État, ce n'est pas ça. La responsabilité politique, nous devons l'assumer parce que nous avons fait partie du gouvernement, comme d'autres. Mais au niveau du passif, à quel degré assumez-vous le passif? Un degré qui nous concerne, parce que nous avons assumé des responsabilités à des niveaux différents. J'ai été 10 ans président de l'Assemblée nationale. J'ai assumé mes missions au niveau de l'Assemblée nationale en termes de contrôle de l'exécutif. Donc, de ce point de vue-là, nous avons fait le travail que nous avons fait avec l'ensemble des députés. J'ai été plusieurs fois ministre à des périodes très courtes d'ailleurs, comme vous avez pu vous le voir sur mon CV. Et même Premier ministre. Et même Premier ministre. Donc, pendant 1 an et quelques mois, j'ai assumé toutes ces responsabilités. Et en ce qui concerne la gestion de cette partie, en tout cas qui me concerne, comme j'ai dit, il serait difficile aujourd'hui de se dédire en disant non, les autres ont fait 27 ans, nous on n'a fait que 3-4 ans, c'est pareil. La responsabilité gouvernementale est pareille. Mais vous n'allez pas assumer les crimes économiques et de sang en tant que passif du régime. Mais non, mais la preuve c'est que je ne suis pas interpellé dans un crime de sang. C'est évident. Si j'étais interpellé en disant c'est Roch qui a participé à orchestrer l'assassinat de tel ou tel problème, je répondrais forcément. Je ne suis pas concerné. Au niveau économique, le Burkina est un pays à la limite au seuil de la banqueroute. L'économie est à terre avec cette crise qu'on connaît. Quelles sont les clés que Roch-Marc Christian Kaboré possède pour redresser ce pays, remettre son économie en marche? Je pense que dans un premier temps, il faut remettre tout le monde au travail. Nous devons travailler à remonter nos recettes propres. C'est pourquoi nous avons précisé dans le programme que je soumets au peuple burkinabé que nous allons travailler à ce que les recettes douanières et fiscales puissent rentrer au maximum. Et pour ce faire, l'informatisation de cet outil-là va se faire de façon globale. Parce que vous savez, tant qu'il y a des contacts entre les hommes en matière douanière ou en matière fiscale, il y a toujours une forme d'évasion qui s'opère. Et nous voulons que nous puissions faire rentrer le maximum que nous pouvons rentrer et éviter que comme on dit, les détournements ou les corruptions qui se font à l'intermédiaire ne puissent, en tout cas, je dirais, remettre en cause la mobilisation des ressources internes. Nous pensons également qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Et des mesures vont être prises également pour réduire qu'est-ce que ça à tous les niveaux. L'utilisation des véhicules, que ce soit les problèmes d'utilisation de l'électricité, de l'eau, etc. Il faut regarder partout où un effort peut être fait, il faut travailler à réduire le train de vie, les voyages à l'étranger, etc. Il faut réduire le train de vie de l'État. Ça aussi, c'est un élément qui nous semble important pour pouvoir apporter un peu plus de moyens d'investissement interne au niveau de notre pays. Et nous avons également, dans les mesures qui me semblent indispensables à prendre, c'est de faire en sorte que le secteur privé rétablisse la confiance. Parce que vous savez que la période que nous avons traversée a été une période difficile pour le secteur privé et il faut recréer la confiance. Il faut que le secteur privé, qui est un allié important dans le développement économique et social de notre pays, retrouve sa place à côté de l'État pour pouvoir relancer toute la machine économique. C'est pour dire que nous ne sommes pas dans une situation de désespérance, parce qu'il y a les moyens de sortir de cette crise-là. Et je pense que si nous faisons les efforts qu'il faut en interne, les partenaires au développement également sauront nous accompagner pour que ensemble nous puissions ramener le Burkina
à un niveau de croissance de son économie qui corresponde vraiment à cette volonté de travail. Nous avons confiance parce que le Burkinabé est travailleur. Et je crois que si nous nous proposons de bonnes formules, nous pourrions retrapper sur de bonnes bases. Est-ce qu'on va assister à une augmentation des impôts pour le redressement de l'économie? Non, nous avons proposé simplement également de proposer des impôts également sur l'immobilier. Parce que nous pensons que sur les constructions, il y a quelque chose à faire. Et de ce point de vue-là, c'est une des questions que nous allons évidemment discuter en son temps, tout cela étant dans le sens de renforcer le potentiel de l'économie. Mais nous pensons que trop d'impôts, également, ça tue les ressources. Il faut tenir compte du fait que nous sortons quand même d'une situation un peu difficile. Il faut créer les conditions qui permettent le redémarrage de l'économie avant de surtaxer éventuellement, je dirais, les sociétés ou les entreprises qui n'ont que trop fait. Parce que ce n'est que sur ces sociétés-là qu'on fait le plus grand nombre de ponctions. Donc c'est quand même important d'en tenir compte. Sur la réduction du train de vie de l'État, il y a un pays africain qui est aujourd'hui un exemple en matière d'économie et de la santé économique. Dans ce pays, ils ont supprimé les véhicules de service. Est-ce que c'est un exemple qui vous inspire? Ça peut nous inspirer. Ils ont supprimé, ils ont créé une société à gestion privée. L'État loue les voitures selon les possibilités de voyage. Ça limite l'utilisation abusive. Ça limite également l'utilisation que je vais en mission vers mon village et je continue ailleurs, etc., etc. Je pense que nous nous inspirerons de tous les exemples positifs qui vont permettre de réduire le train de vie de l'État. Et cela, je pense que lorsque nous serons, je dirais, à la présidence, nous veillerons avec le gouvernement à ce que toutes les niches qu'il y a ça et là, nous puissions évidemment les annuler pour les reverser pour le compte du développement de Burkina Faso et de l'intérêt du peuple burkinabé. Vous avez parlé tout à l'heure du secteur privé. Aujourd'hui, c'est un secteur qui souffre, certains, parce que l'État est un mauvais payeur. La dette intérieure a des proportions vertigineuses. Quel est votre plan pour pouvoir résoudre ce problème? Ça passe toujours dans la mobilisation des ressources et ça passe toujours également dans un plan qui va se mettre en œuvre pour pouvoir payer les dettes. Parce que vous savez, nous sommes dans un cercle vicieux. Si vous ne payez pas, évidemment, les sociétés, et aussi ne peuvent pas vous payer ni les taxes fiscales, ni les taxes douanières, etc. Donc on est dans un système où c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut forcément que nous puissions payer, je dirais, les sociétés. Il faut que nous puissions payer parce que si nous ne les payons pas, pour les plus petits, c'est la faillite, c'est le licenciement et c'est le chômage. Donc c'est des choses qui sont concrètes. Et c'est pourquoi nous devons nous engager dans le plan de restructuration de l'économie à ce que cet engagement de règlement de la dette intérieure, nous puissions le faire dans un schéma programmé, mais je veux dire le plus rapidement possible. Au niveau du secteur de la santé, que prévoit votre offre politique pour permettre à l'ensemble des Burkinabés d'avoir accès aux soins de santé de qualité? D'abord, pour ma part, je voudrais dire que l'offre de santé, nous avons précisé qu'il faut rapprocher les centres de santé des populations. Parce que vous arrivez aujourd'hui, l'occasion de me tourner, je peux constater que, évidemment, des gens faisaient 10 km, 5 km pour aller se soigner. Deuxièmement, nous avons dit qu'il faut améliorer tout le plateau technique. Depuis l'unité de base, qui est le CSPS, jusqu'au CHU, qui est l'unité la plus importante. Parce qu'aujourd'hui, vous trouvez des hôpitaux ou des dispensaires où il n'y a pas de matériel technique. Des mouloirs à la limite. Voilà, il n'y a pas de matériel technique. Il n'y a pas de personnel parfois qualifié. Il faut qu'on remédie à tout cela. À chaque niveau de structure doit correspondre un type de personnel qu'il faut y mettre et nous devons veiller à ce que ce personnel soit là, soit existant. Alors, donc, relever tous les plateaux techniques, notamment, et faire en sorte que tous les centres hospitaliers régionaux que nous avons, nous les transformer en centres hospitaliers, je dirais, universitaires. Donc, cela signifie formation des techniciens, parce qu'il faut maintenant des spécialistes, je veux dire,
pour mettre dans ces centres hospitaliers universitaires pour soigner les malades. Donc il y a tout un programme et de formation du personnel et de renforcement, je dirais, des plateaux techniques et également de construction et d'amélioration des anciennes structures, parce qu'il y a tout un travail de remise à niveau qui doit se faire tant au niveau des structures, au niveau du personnel, qu'au niveau des plateaux techniques. Donc, je pense que ça, c'est un travail important que nous devons faire pour pouvoir pallier aux questions de santé. J'ai proposé également qu'il fallait qu'il y ait la prévention. La prévention est utile pour permettre à nos populations d'éviter les maladies. Et c'est pour cela que j'ai dit dans le programme que nous allons recruter également 2 agents par village qui vont procéder à ce travail de prévention. Simple, laver les mains avant de manger, ne pas déféquer n'importe partout, etc., etc. Parce que nous pensons qu'il faut également former nos populations, les éduquer aux bonnes pratiques pour éviter les maladies. Enfin, j'ai considéré également qu'il était important que partout où nous avons des structures sanitaires, il était important que nous puissions doter ces structures de base, notamment dans les communes, d'ambulances. Sur une programmation qui sera faite, les ambulances seront mises également à la disposition pour permettre de transporter les malades des zones les plus reculées vers des centres qui sont capables de les prendre en charge. Et je dirais enfin, pour terminer sur le plan de la santé, que nous devons être à même également de produire des médicaments génériques au Burkina Faso. Donc, nous allons mener la réflexion pour qu'il y ait une usine de production de ces médicaments au plan national. Dernière question sur ce volet. Est-ce que la santé sera gratuite au Burkina si vous êtes élu? Je veux dire, le paysan du village le plus reculé du Burkina, s'il est malade, est-ce que quand il va aller à l'hôpital, il va payer ou bien c'est gratuit? Vous savez, nous avons décidé dans un premier temps de réfléchir à la question au niveau des hôpitaux, de les autonomiser, de les rendre un peu autonomes. Donc, je veux dire qu'en ce qui concerne les paysans ou ceux qui sont aux côtés des CSPS et des centres médicaux, nous avons considéré que pour un certain nombre de maladies, il faudra qu'il y ait l'État qui assume la prise en charge. Que ce soit les questions de palu, que ce soit les questions de maladies diarrhéiques. Il faut que dans ces CSPS, il y ait les médicaments qui permettent effectivement de pouvoir traiter de façon gratuite, qui sont les médicaments et les maladies les plus récurrentes que nous avons. Alors, donc ça c'est déjà quelque chose qui sera engagé dans le cadre du programme. Concernant les femmes, nous avons décidé également que tout ce qui concerne les césariennes, tout ce qui concerne également, je dirais, les tests sur le cancer des seins, de l'utérus, etc., ça sera fait gratuitement. Je veux dire, pour les autres, il est évident que quelque part, nous ne pouvons pas décréter de but en blanc sans avoir créé les conditions de subvention nécessaires que, je dirais, les soins seront gratuits quand on vient à l'hôpital. Il y a quand même un travail de base à faire avant d'arriver à ce niveau, je dirais, de proposition. Donc c'est pour dire que nous ne sommes pas encore à ce niveau de la gratuité totale des soins, je dirais, à l'hôpital et sur toutes les conséquences. Voilà. Votre pays est un pays à vocation agro-pastorale, mais aujourd'hui, le monde agricole souffre beaucoup des manque de moyens de production liés aux intrants, la mécanisation, ils n'ont pas de tracteurs, mais aussi un autre élément dans certaines zones du Burkina, et peut-être c'est propre à la sous-région, lorsque les paysans finissent, je dirais les producteurs, lorsqu'ils finissent la production, à partir du mois de décembre, ils sont là, il n'y a plus rien à faire jusqu'au mois de juin avant de commencer une autre saison des plus aléatoires. Qu'est-ce que votre offre politique propose pour les Burkinabés dans le domaine agricole? Dans le domaine agricole, notre proposition est simple. Nous avons parcouru le Burkina Faso. Il y a des zones où le potentiel hydrique est tel que c'est des zones qui sont vraiment des zones de forte concentration agricole, aussi bien vivrière que cotonnière. Nous avons dit qu'il faut globalement travailler à la mécanisation de notre agriculture en dotant nos paysans de tracteurs sur l'ensemble du territoire, évidemment, mais également, en particulier,
sur les zones que nous pouvons considérer comme étant des greniers du Burkina et qui doivent assurer la plus grosse production agricole. Nous avons dit également qu'il était important qu'en termes d'engrais, parce que nous avons le calcaire de Tinrassan, etc., que nous puissions mettre en place une usine de fabrication d'engrais au Burkina Faso. Parce qu'il est important de faire en sorte que nous puissions avoir ces engrais à moindre coût, sans compter toute la politique de fumure organique qui est développée pour pouvoir enrichir les sols et cultiver plus. Parce que nous pensons que les paysans doivent travailler à produire plus, à pouvoir également avoir à côté, comme je l'ai dit dès le départ, des petites et moyennes industries pour la transformation de nos produits, mais également à participer certainement à un marché sous-régional qui nous appartiendra de mettre en œuvre au niveau UEMOA ou CEDEAO pour échanger, je dirais, les surplus de production que les uns et les autres ont de manière à pouvoir racheter ce que nous n'avons pas et vendre ce que nous avons en excès. Également, au niveau, comme je dirais, de l'élevage, pour terminer avec l'agriculture, vous m'avez parlé de la saison des pluies et de la période morte entre les deux saisons. Je voudrais simplement dire qu'une des politiques que nous entendons mener, c'est la politique également des barrages. Il nous faut travailler avec les partenaires à faire en sorte que nous puissions construire des barrages qui vont permettre aux jeunes et aux femmes de pouvoir faire également des cultures de contre-saison, de pouvoir alimenter en eau le bétail. Parce que vous savez que là aussi c'est un problème. S'il n'y a pas d'eau, évidemment, comme vous le dites, les éleveurs également ont des problèmes. Alors, nous avons également au niveau de l'élevage souligné que l'élevage est une part importante de notre production. Et c'est pourquoi il faut rapprocher les aliments, la fabrication des aliments de bétail des éleveurs. Et nous avons pris l'engagement de pouvoir, partout où il y a des grandes concentrations d'élevage, de faire en sorte que l'aliment de bétail soit à proximité. Qu'il y ait également la possibilité d'avoir tous les médicaments vétérinaires pour traiter et suivre le bétail. Et enfin, pourquoi pas, partout où il y a des zones de concentration, qu'il y ait des abattoirs frigorifiques, qu'il y ait la possibilité d'utiliser les peaux pour faire également le cuir, les tanner, etc. Qu'il puisse également être utilisé les cornes pour faire des boutons, des peignes, etc. Donc, il y a plein de possibilités que nous offre l'élevage et c'est un potentiel qu'il nous faut véritablement développer en termes de production pour la consommation locale. Et j'en passe, il y a le lait aussi, je n'ai pas parlé, les yaourts, etc., qui sont des transformations au niveau local et qui profitent également à la santé des populations et à leur nutrition. C'est donc dire que c'est un secteur que nous ne négligeons pas du tout parce que c'est un secteur moteur de notre économie. Et je veux dire que tous les barrages qui sont en cours dans le cadre de faire en sorte que nous puissions développer la production agricole seront pris en compte et revus pour que nous puissions les mettre en œuvre très rapidement. Il y a un problème qui mine ce monde, notamment on assiste au Burkina à des conflits depuis des décennies entre agriculteurs et éleveurs, parce qu'à cause de la démographie, on assiste à un rétrécissement de la ressource terre que les paysans, les agriculteurs et les éleveurs se partagent. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de conflits et l'État, dans sa gestion, on peut le dire, c'est pas trop fort, a été laxiste dans la gestion aujourd'hui des conflits agriculteurs-éleveurs. Qu'est-ce que M. Roch-Marc Christian propose pour résoudre ce problème s'il est élu président du FASO? Ce que je propose est simple. Les zones pastorales sont définies et l'État doit veiller à ce que ces zones soient respectées. Il ne sera plus question que les paysans, parce qu'ils voient qu'il y a de la terre, aillent cultiver sur les zones pastorales et créent des conflits inutiles. C'est pourquoi nous avons dit que l'État doit assumer ses responsabilités. Ça, c'est un. De deux, je considère également que nous sommes tous des Burkinabés. Que ce soit des éleveurs, que ce soit des agriculteurs, nous devons éviter que les conflits qui naissent entre nous n'amènent à la perte de vie humaine, n'amènent à des destructions de maisons, n'amènent à ce que des Burkinabés soient chassés de villages parce que simplement leur bœuf est allé manger le mil du voisin qui est paysan. C'est pourquoi nous avons, dans ma vision, j'ai dit qu'il fallait
que depuis les petits villages à la commune, nous puissions mettre en place des cadres de concertation pour anticiper, pour éviter que les conflits ne dégénèrent, pour que de part et d'autre, de par les conseils, on apprenne entre les éleveurs, les agriculteurs à vivre en bonne entente ensemble. Et ça, c'est une mesure qui est inscrite dans le programme que j'ai proposé pour dire que nous devons terminer avec ces conflits, parce que le rôle de l'État, c'est de définir les pistes et les zones pastorales et de veiller à ce que ce soit respecté par tout le monde. Il y a un paradoxe au Burkina, les zones de production agricole. Je vais parler par exemple du Sourou qui a le plus grand potentiel agricole. Ces zones ne sont pas reliées aux centres urbains par des voies bitumées. À la limite, aller dans ces zones aujourd'hui, c'est le calvaire. Par exemple, dans cette province, il n'existe pas un mètre carré de voies bitumées dans cette zone. Qu'est-ce que vous proposez en termes d'infrastructures pour les Burkinabés? Combien de kilomètres de route entendez-vous construire dans les 5 ans si vous êtes élu président du Faso? Vous savez, nous, on sera très pratique. Nous avons considéré simplement que toutes les zones à haute production doivent être déclassées enclavées, systématiquement. Parce que nous considérons qu'aujourd'hui, tout le sud-ouest, en partant à la Comoé, en partant dans toutes les zones qui sont des zones de fertilité et d'Edougou, etc., de grande fertilité, nous avons sillonné ces zones et nous avons vu toutes les difficultés qu'ils avaient, je dirais, à transporter, et ce soit les vivres, que ce soit le coton, etc., pour amener vers les ports ou vers d'autres régions. C'est pourquoi je pense que nous avons décidé que dans chaque région sera mis en place un plan de désenclavement qui va en même temps combiner les routes bitumées et également la remise en bonne condition des routes en terre. Parce que je crois que cela est important. Ce qui est important pour nous, c'est que, vous savez, c'est bien, on peut dire on va faire 1000 km de route bitumée, etc., etc. Mais ce qui nous importe, c'est d'avoir un plan qui est cohérent par région et qui va se dérouler au fur et à mesure, je dirais, du quinquennat ou des quinquennats, si nous sommes élus, que nous aurons à faire. Étant entendu que c'est une politique, c'est une continuité, l'État est une continuité, ceux qui viendront par la suite auront un schéma sur lequel ils pourront se fonder pour continuer donc d'améliorer les enclavements de notre pays. Si vous êtes élu, quelle sera la place des autorités coutumières dans le fonctionnement de l'État burkinabé? Est-ce qu'ils pourront faire la politique ou bien vous allez leur interdire de faire la politique? Vous savez, tout cela sera discuté dans le cadre de la Constitution. Car, comme vous le savez, un des premiers aspects que j'ai mis en exergue dans le programme, c'est la nécessité que nous puissions passer à la Ve République. Et donc, que nous puissions voir un peu comment nous allons, sur quoi nous allons baser notre nouvelle Constitution. Je crois que c'est un débat qui est posé, c'est un débat public. Et je ne voudrais pas dévancer, comme je dis, l'iguane dans l'eau. Je crois que toutes les composantes du peuple burkinabé participeront à cette discussion et il nous sera tous à faire loisir de décider, comme dans d'autres pays si c'est le cas, que les chefs coutumiers ne feront pas de politique ou, comme dans d'autres cas également, ils pourront faire la politique peut-être sous certaines conditions. Donc, je dirais que c'est une question, c'est un débat qui est ouvert et nous aurons l'opportunité dans les premiers 6 mois d'engager donc une structure pour discuter de l'ensemble de ces questions. Vous parlez de ces réformes institutionnelles. Est-ce qu'avec vous, on va passer à un régime parlementaire ou le Burkina va rester toujours régime présidentiel? Vous savez, je vous ai dit, tout ça, c'est des débats de société. Une constitution, la base, c'est un consensus. Il ne m'appartient pas, en tant que candidat, de dire je veux que ce soit un régime présidentiel ou un régime parlementaire. Lorsque nous discuterons, nous verrons le régime qu'il nous faut. Ce qui est sûr, il y a des objectifs qui doivent être atteints. Le premier objectif, c'est de réduire l'omniscience du président du Faso, de faire en sorte d'équilibrer le pouvoir entre l'exécutif et le législatif.
Donc, ce qui nous renvoie à un régime parlementaire. Non, mais oui, mais vous pouvez avoir plusieurs types de régimes parlementaires. Vous avez des régimes parlementaires comme les Anglais le font aujourd'hui, mais vous avez également des régimes aussi parlementaires, comme ce que vous voyez également qui se pratique plus ou moins en France. Donc, je veux dire que quelque part, c'est une réflexion qui doit être menée par l'ensemble des composantes. Mais le Burkina a fait cette expérience sous la Deuxième République. Ça n'a pas été une bonne expérience. Ça n'a pas été une bonne expérience parce que, vu sous l'angle du parlementarisme pur, ça a été une expérience qui a été une politique de blocage toujours entre le Parlement et l'exécutif. Donc ça veut dire qu'à ce moment, les projets de développement ne peuvent pas être mis en œuvre. Et donc de ce point de vue-là, ça a été un échec. Quelle place les femmes occuperont au Burkina Faso si vous êtes président? Nous avons dit que le développement du Burkina. Les femmes, d'abord, plusieurs choses. Elles sont 52%. Nous devons faire en sorte qu'elles soient dans leurs droits à tous les niveaux de la société. Nous devons faire en sorte également au niveau politique, elles soient intégrées, actives, elles puissent participer aussi bien à l'exécutif, au législatif, et que également à tous les postes de responsabilité. Je crois que cela est important. Et comme vous le savez, en ce qui nous concerne au niveau de notre parti déjà, nous avons dit que l'effort déjà que nous avons fait pour déjà aller dans ce sens, c'est que nous sommes déjà à 30% de participation des femmes sur l'ensemble de nos listes. Et nous pensons que c'est un effort qu'il nous faut poursuivre. Nous devons également faire en sorte que nous puissions faire que les femmes s'autonomisent au plan financier. C'est pourquoi, au-delà des structures qui sont déjà mises en place pour financer les femmes, nous avons également décidé qu'il fallait mettre en place, et ça je le dis parce que je ne l'ai pas dit lorsque je parlais des PME, PMI, que nous allons mettre en place une banque qui sera une banque qui va financer les petites et moyennes industries, les petites et moyennes entreprises, parmi lesquelles les femmes et les jeunes également pourront bénéficier de financement dans des conditions qui sont moins contraignantes que le système bancaire classique. Alors, c'est pour dire que tous ces réaménagements qui sont faits visent à faire en tout cas ce que 52%, les femmes qui représentent 52%, soient vraiment actives et participent concrètement au développement de notre pays. Parce que vous savez qu'une femme qui est instruite, sur le plan de la santé de la maison, c'est elle qui gère le mari, les enfants, etc. Une femme qui est instruite également, sur le plan également, je dirais, des produits de transformation, de l'initiative dans le commerce. Elles ont beaucoup d'initiatives et il faut les encourager. C'est pourquoi nous pensons à toutes ces femmes qui font le tissage, à toutes ces femmes qui font autant d'activités, que ce soit dans les légumes, dans les céréales, etc. Et nous pensons qu'il faut soutenir justement ces femmes-là et nous allons aller dans ce sens-là. On dit que votre projet de société fait un chapelet des besoins, des problèmes du Burkina et ce que vous entendez faire en termes d'action, mais que ce n'est pas un programme chiffré. Que vous ne dites pas au Burkinabé, par exemple, combien vous allez investir pendant les 5 ans et d'où viendra cet argent. Qu'est-ce que vous répondez? Nous, notre programme est chiffré. Nous considérons que l'investissement que nous avons apporté sera de l'ordre de 9 900 milliards. Et que, en plus de ces 9 900 milliards, nous avons les charges fixes de l'État que nous devons continuer à gérer. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'apporter des apports d'investissement. Il faut également payer les salaires, il faut payer les transferts courants, il faut également payer la dette. Donc, je veux dire que le financement global que nous devons faire de notre économie sera de l'ordre de 15 000 milliards, excusez-moi. Alors, ces 15 000 milliards, comment nous allons les financer? Un tiers sur les 5 ans vont représenter l'épargne budgétaire que nous allons dégager du fonctionnement de notre économie. Un tiers vont être représentés par nos partenaires au développement. Et un tiers vont être financés par un programme de coopération entre le secteur privé, par un partenariat public-privé qu'on va mettre en place.
Donc c'est pour dire que, contrairement, il ne s'agit pas simplement d'évoquer des chiffres, parce que nous avons également regardé avec beaucoup d'attention d'autres programmes qui finalement, si nous mettons à la queue les moyens qui seront investis et les charges fixes que l'État doit continuer à gérer, se porteront à plus d'une vingtaine de milliards. Beaucoup de problèmes se posent. L'absorption des crédits, des engagements financiers que nous prenons, il faut que l'économie burkinabé puisse l'absorber. Quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour absorber l'ensemble de ces crédits? Mais lorsque vous dites par exemple que le tiers sera financé par l'aide publique au développement, à ce niveau il y a un problème, parce que l'aide publique au développement obéit à des normes de bonne gouvernance. Vous n'avez pas une maîtrise de ce qu'on va vous apporter. Je vous ai dit que la bonne gouvernance est un axe de travail qui est déjà mis. Donc vous ne pouvez pas me poser des conditions inverses. Je vais dire, vous ne pouvez pas dire que voilà ce qu'on va nous apporter en termes d'aide publique au développement, puisque vous n'êtes pas au pouvoir. Mais ça, c'est notre objectif, c'est ce que nous recherchons, de toute façon. Je crois que pour l'instant, nous ne sommes pas au pouvoir. C'est pourquoi quand vous me dites, je vous donne les chiffrages que nous faisons, nous, du point de vue de notre programme. Il est évident que quand nous serons au pouvoir, ce sont des questions qui seront affinées. C'est pourquoi d'ailleurs, dans un premier temps, même si nous avons ce chiffrage, j'avais personnellement demandé à nos collègues de ne pas publier, parce que les chiffres, nous pouvons les publier, mais les chiffres, nous devons les affiner qu'une fois que nous serons dans un programme de gouvernement, avec les priorités, les objectifs, ce que nous voulons faire. Mais je vous les donne déjà pour que vous ayez ça déjà en tête. Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré, le Burkina Faso, l'un des défis majeurs du futur président du Faso sera la réconciliation nationale. Le tissu social est fragilisé par les différentes crises que le pays a vécues ces dernières années. Qu'entendez-vous faire pour réconcilier le peuple burkinabé? Je pense que le tissu social s'est délité du point de vue du fait qu'il n'y a pas eu de justice dans ce pays. Et je crois que le premier acte que nous devons rétablir, c'est de recrédibiliser la justice. De ce point de vue-là, il ne peut pas avoir de réconciliation s'il n'y a pas de justice. C'est un préalable. Et nous allons travailler à ce que l'ensemble des dossiers qui sont en instance, nous puissions les vider le plus rapidement possible, afin de pouvoir maintenant engager résolument le peuple burkinabé dans le sens de la réconciliation et dans le sens que ce que nous avons vécu hier, que nous ne voyons plus jamais ça encore au Burkina Faso. Que ce soit les crimes de sang, que ce soit les détournements, etc. etc. On s'achemine vers la fin de l'émission, mais concrètement, qu'est-ce que vous allez faire de ces Burkinabés qui sont en exil aujourd'hui pour une raison ou pour une autre? Je parle par exemple de l'ancien président Blaise Compaoré. Qu'allez-vous en faire? Est-ce qu'il va rentrer dans son pays en janvier, si vous êtes élu? Les autres membres de l'ancienne grande famille CDP, est-ce qu'ils vont entrer et vivre tranquillement dans leur pays? Je pense que jusqu'à preuve du contraire, personne n'a chassé personne du pays. Vous avez dit que les gens sont partis en exil dans des conditions que vous savez. Le Burkina Faso est un pays ouvert. Celui qui n'a rien à se reprocher, qui pense qu'il peut rentrer, doit pouvoir rentrer. Mais je vais dire, tout à fait, mais je vais dire simplement que la justice suivant son cours, si des faits sont avérés, ils répondront devant la justice. Qu'entendez-vous faire justice, vérité, justice, réconciliation ou vérité, réconciliation? Non, justice forcément. Je vous ai dit qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation telles que les problèmes se sont posés dans notre pays sans justice. Ça, c'est un préalable sur lequel on ne peut pas sauter. Parlons de la diplomatie. Le Burkina connaît de sérieux problèmes au niveau de la diplomatie avec son grand voisin ivoirien ces derniers temps. Qu'entendez-vous faire? Qu'est-ce que vous appelez sérieux problème? Sérieux problème parce que l'axe Ouagadougou-Yamoussoukro ne se porte plus bien comme avant. Je crois que de toute façon, c'est un axe, il peut arriver des moments où il y a des difficultés, mais c'est un axe, je dirais, que nous allons travailler toujours à consolider. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, nous sommes liés par l'histoire et la géographie. Et je crois que les relations entre nos peuples
sont telles que ce serait une erreur pour les deux parties de faire en sorte que ces relations ne soient pas consolidées. C'est pour dire que pour nous, en tout cas, nous travaillerons à ce que les zones d'ombre soient vraiment éclaircies. Et nous travaillerons également à ce que les rapports entre les deux pays s'établissent dans des normes qui sont des normes de qualité, de respect mutuel et de non-ingérence, je dirais, dans les affaires intérieures des pays. Je crois que ça, c'est important. À quoi faites-vous allusion quand vous parlez de non-ingérence? Non, je parle de principes généraux, de matière diplomatique. Je ne parle pas d'une question spécifique. Je considère simplement que nos relations, que ce soit avec la Côte d'Ivoire, le Togo, le Niger, etc., doivent être fondées sur ces principes-là. Le respect mutuel, le renforcement de notre coopération économique, politique et autres, mais également, je dirais, la non-ingérence dans les affaires des différents pays. Je crois que ça me semble un principe qui est acquis au niveau diplomatique sans que ça n'ait de connexion avec une affaire particulière. Si vous êtes élu président, que vont devenir les actuels acteurs majeurs de la transition? Je veux parler du président de la transition, Michel Kafando, Chérif Sy, le président du Parlement transitoire, et le Premier ministre, Yacouba Isaac Zida. Nous en parlerons en son temps. Est-ce que vous allez leur proposer des postes? On en parlera en son temps. Roch-Marc Christian Kaboré, que diriez-vous à ces Burkinabés qui pensent que, après avoir fait 26 ans au pouvoir, vous ne pouvez pas proposer encore un programme innovant au peuple burkinabé? Je dois quand même dire que le programme de 26 ans n'était pas le programme de Roch Kaboré. Il était le pilier, pilier, non? C'est le programme de Blaise Compaoré. Mais Roch était l'un des piliers, non? Le pilier de quoi? Du système Blaise Compaoré. Non, il n'y a pas de pilier. Le système Blaise Compaoré, c'est toute une organisation. Ce n'est pas un homme. Et je suis désolé. J'estime que je n'ai jamais, en tant que Roch Kaboré, proposé et agi sur un programme que j'ai proposé au peuple burkinabé. Aujourd'hui, je propose un programme. Donc, je suis au pied du mur. Si je suis élu, on verra si Roch peut apporter une contribution ou pas. Je crois que c'est ça la question. Brièvement, envisagez-vous par exemple une alliance avec le CDP, l'ancien parti au pouvoir, en cas de second tour? Ce matin, j'ai déjà affirmé devant la presse que nous n'envisageons pas du tout une alliance avec le CDP. Parce que nous considérons qu'une telle alliance serait pour nous une trahison des idéaux du peuple burkinabé. Nous nous sommes battus contre, évidemment, un système dont l'ossature également était le parti. Et alors, je ne vois pas comment, en un tour de main, nous allons repartir pour nous allier au CDP. Alors, donc, pour nous, notre position est très claire. Certains Burkinabés craignent une crise post-électorale. On ne le souhaite pas. Est-ce que vous êtes prêts à reconnaître d'autres défaites? Moi, je dis ce matin également la même chose à la presse. Nous sommes dans une compétition électorale. Si Roch Kaboré n'est pas président, ce n'est pas la fin du monde. Nous nous battons à armes égales, loyalement, avec notre programme, et nous avons foi à l'enthousiasme des populations qui nous supportent. Si nous sommes battus, je dis, nous reconnaîtrons et nous féliciterons le candidat qui aura été élu. Dernière question. Le peuple burkinabé vous regarde en ce moment. Qu'avez-vous à leur dire? En quoi Roch-Marc Christian Kaboré est-il la réponse à leur aspiration au changement réel? Je pense que ce n'est pas à moi d'exprimer pour expliquer au peuple que je suis le meilleur ou que j'ai une bonne expérience, que j'ai un savoir, etc., etc. J'ai établi un programme, j'ai circulé à travers le Burkina Faso, j'ai expliqué mon programme au peuple burkinabé. La dernière décision lui revient. C'est lui qui appréciera. Ce n'est pas à nous de faire notre propre dada. Le peuple appréciera sur la base du programme, sur la base du vécu, sur la base du comportement de chaque candidat et choisira, en fonction de cela, celui qu'il pense pouvoir gérer le pays pendant 5 ans. Donc, la balle est dans le camp du peuple. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'il fasse le bon choix.
Monsieur Rochmar Christian Kaboré, je vous remercie d'avoir accepté cette interview. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur la première chaîne panafricaine.